Les Tata, bel bonsoir, bienvenue dans votre émission La Coupe Papa. Vous savez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans mon salon, si je peux me permettre, mon salon. Ce soir, j'ai deux invités, mais avant de vous les présenter, je rappelle la thématique. La communication bienveillante au sein de la famille. D'accord? C'est noté. Prenez des notes parce que ce soir, ça va être très intéressant. Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir d'avoir Philippe Léger en ma compagnie. Comment vas-tu, Philippe? Eh bien, écoute, ça va très bien, content d'être avec vous et puis de participer à cette émission parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est toujours intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit. Pouvoir communiquer avec plus de bienveillance, mais aussi plus de facilité, c'est quelque chose qui peut vraiment changer notre relation aux autres et puis aussi à nous-mêmes. C'est D'accord. plutôt chouette. Je reviens à toi dans quelques secondes. Monsieur Brice Edmond, j'allais dire Bonsoir. Brisco. Ça vous fait? Eh bien, moi, là, tu bien. Tranquille? Et toi-même? Ça va, tranquille. Tu es habitué. Oui. Maintenant, ça y est, là, on a. Hein? Là, c'est un nouveau format pour moi, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais je c'est un suis nouveau- très content et très fier de participer à ce nouveau projet. Messieurs, bienvenue dans le salon de la Coupe Papa. Ça me fait très plaisir. Philippe, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis Philippe Léger. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suppose que sur la thématique d'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est peut-être de savoir peut-être quelle est la légitimité que j'ai là-dessus. Je suis hypnopraticien, praticien en hypnose et médecine traditionnelle chinoise. Hypnopraticien. Absolument. D'accord. Hypnopraticien, je préfère ce terme tout simplement parce que la thérapie n'est qu'un des domaines où on peut appliquer l'hypnose. Ce n'est pas le seul domaine. Et là où c'est très intéressant, c'est que cette pratique, l'hypnose, repose sur des outils de communication. On ne peut faire de l'hypnose qu'à travers la communication. Alors l'idée, bien évidemment, ce n'est pas d'être des spécialistes de la rhétorique ou de l'éloquence, c'est simplement de comprendre comment être un bon jardinier. Comment est-ce que je peux être le bon jardinier d'autrui? Parce que communiquer avec autrui, c'est avoir, à certains égards, la possibilité de planter une petite graine en lui, et puis de l'arroser, de la voir germer. Alors elle germera ou pas, ça c'est la vie qui le définira. Mais en tout cas, on a cette possibilité. Mieux vaut planter des arbres fruitiers plutôt que de mauvaises herbes. Très bien, très bien. Oh, ça rigole pas dès le début, là. Moi, j'aime ça, j'aime ça. Brice, présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Alors, Brice Edmond, père de 4 enfants, représentant de l'association Papa Pagénité et fondateur du concept La Coupe Papa. Je tiens à signaler que c'est un papa tout-terrain. Mais vous comprendrez pourquoi après. Vous comprendrez pourquoi. Mais messieurs, c'est parti. Tranquillement, une bonne petite respiration. Allons-y. Communication bienveillante au sein de la famille. Je répète, quand je vous dis communication, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous inspire? Philippe. Absolument. Je crois que quand on parle communication, on peut s'éparpiller un petit peu. C'est peut-être important de définir les choses. Communiquer vient de communicare, du latin communicare, qui veut dire partager, rendre commun, mettre en commun. Et par la suite, ça a pris cette notion d'être en relation avec. Il y a donc cette notion de pouvoir faire communiquer, mettre en relation deux choses, mettre en commun deux choses, mais il y a aussi cette intimité du lien qui unit. Souvent, on a tendance à croire que la communication, c'est quelque chose de gratuit, qu'on peut faire comme ça. Non, parce qu'il y a vraiment une manière d'aborder l'autre. Il y a une manière de se mettre en relation, de se lier avec l'autre. Et nous sommes des communicants. Exister dans l'univers, c'est communiquer. Que nous soyons des êtres vivants ou des objets, nous émettons constamment de l'information à notre environnement, mais nous recevons également de l'information de cet environnement. Donc, il y a beaucoup d'implications à la communication, mais ça donne aussi de grandes responsabilités. Et je crois que trop souvent, ces responsabilités ou ces implications sont ignorées, soit par défaut de connaissance sur le sujet, ou soit parfois parce qu'il y a des gens qui le font sciemment en sachant que c'est peut-être pas bon ce qu'ils font. Et je pense que l'idée, c'est de comprendre un petit peu toutes ces choses-là. D'accord. Brice, et toi? Moi, je pense à deux mots, c'est-à-dire émission et réceptivité. C'est-à-dire que savoir s'exprimer en plusieurs, on va dire, langages. Ça peut être que ça soit verbal, que ça soit au niveau gestuel ou autre. Mais savoir aussi recevoir justement les émissions de ces messages. C'est une question de direction, si je comprends bien. C'est ça. Parce qu'on peut très bien s'exprimer envers autrui, mais si la personne qui est en face de nous n'est pas forcément prête à recevoir ou n'est pas disposée à recevoir ce qu'on veut lui transmettre,
Et à ce moment-là, ça n'aboutit pas forcément à une communication. Alors, selon ce que j'entends, vous considérez la communication comme un outil ou une arme? Ben, Oui, moi, là, pour pour, faire ça, pour- moi, là, je dis ça dans mon salon, là, c'est faut que ça soit tac. ben, je veux dire, c'est comme pour tout, hein. Ça peut être les deux à la fois. Tout dépend comment on l'utilise. C'est l'utilisation qui va faire toute la différence. Absolument, je rejoins cette idée, c'est-à-dire que communiquer en soi n'est ni bon ni mauvais. Euh, La communication, c'est un outil. Si je prends un marteau, je peux enfoncer un clou avec ou je peux péter la tête de quelqu'un. Toute l'idée, c'est de comprendre comment utiliser, comment s'en servir, mais il y a aussi cette notion fondamentale d'intention. Comme on peut communiquer avec tout le monde, on est susceptible d'influencer tout le monde. Et nous influençons les gens, hein. On aurait tendance à croire que la communication s'intéresse surtout à ce que l'on dit, alors que c'est faux. Nos mimiques, nos postures, nos comportements, nos non-dits, nos silences disent quelque chose à l'autre. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, Le body on est language. exactement, et aujourd'hui, on est dans un état quand même de forte disharmonie au niveau planétaire. On a de plus en plus de mal parfois à se parler les uns les autres, à entendre aussi l'autre, l'existence de l'autre, à nier ce qu'est l'autre. Et à ce moment-là, on peut effectivement rapidement utiliser la communication comme une arme, même si ce n'est pas intentionnel. L'idée, c'est de dire pourquoi je suis là. Je suis là pour ne pas trop déstabiliser la création. En gros, ce que je comprends par rapport à vos propos, c'est que communiquer, c'est exister. Est-ce je peux le définir comme ça? Oui. Moi, Oui, oui. est-ce que vous arrivez à imaginer une société sans communication, par exemple? Je dirais que exister fait de nous des communicants, euh, notamment dans le monde dans lequel on évolue. Une société sans communication, c'est impossible, parce que le concept même de société, c'est d'être ensemble. Donc on ne peut pas, c'est vraiment l'une des premières lois de la communication, nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Nous pouvons décider de ne pas parler, mais ne pas communiquer, c'est quelque chose qui est impossible et assez improbable d'ailleurs dans la manière dont fonctionne notre univers. Même pour les sourds-muets, par exemple, il y a le langage des signes. Bien sûr. C'est ça. Donc on Même- est vraiment dans l'outil. Tu voulais dire quelque chose? Non, je disais en fait tout simplement que même en tant que parent, s'il n'y a pas de communication, que ça soit entre les parents ou entre parents et enfants, euh, la parentalité est inexistante. Inexistante. Ouais. Non, non, je ne suis pas contraint. J'analyse. Mais c'est tellement vrai en plus et pertinent ce qu'il dit que un enfant qui naît et qu'on laisse, qui n'a pas de contact, qui ne reçoit pas, qui ne communique pas avec un soignant ou autre, il meurt, hein. En tout cas, ça crée ce qu'on appelle des traumas. Ça va Avant créer de mourir. Après, ça va créer de sacrés traumas. Et effectivement, je rebondis sur ce qu'il dit, c'est très pertinent. La connexion est primordiale pour l'épanouissement, voire même la survie de l'enfant. Mhm. J'ai entendu connexion. Communication et connexion, c'est la même chose pour vous? Dans une certaine mesure, on pourrait le dire. C'est-à-dire que pour faire communiquer deux objets, il faut établir ce lien, il faut établir cette connexion. Ça peut être une connexion directe en les mettant en contact l'un et l'autre, mais ça peut être aussi en utilisant une ficelle ou un objet support, etc. Mais il faut ce lien. Dans l'humanité, dans la manière dont nous sommes constitués, cette connexion va se faire à travers nos sens, à travers un regard, à travers le toucher, à travers l'auditif, par la parole que l'on va entendre, à travers l'olfactif, Il y a des types de un communication. bon parfum, Okay. à travers le gustatif, notamment dans l'intimité. On va goûter l'autre. Donc, ce sont des liens, ce sont ces connexions-là qui font la communication. Je tiens à mettre, faut noter, hein, je tiens à goûter l'autre. C'est la Saint-Valentin bientôt. Il ne faut pas oublier ce genre de paroles. Je Très dirais important. même que la connexion, la communication et la connexion est étroitement liée, puisque la connexion est une des finalités de la communication. Connexion, communication, écoute. Tu as mis le doigt dessus. Tu parlais de direction. La communication a un sens. Doit-on dire qu'elle a un sens ou elle a différentes orientations? Différentes, c'est-à-dire. Enfin, non. En fait, est-ce qu'elle a un sens Oui. précis ou c'est que de toi à moi ou c'est de toi, c'est entre nous? Ça veut dire qu'il y a un aller et un retour.
Ah oui, Vous comprenez ce que je sinon, veux dire? alors oui, c'est-à-dire que, enfin, selon moi, hein, Mhm. je pense que l'aller, le retour, ça permet en fait d'établir la connexion, donc une relation. Après, si c'est juste un aller, on entre dans un monologue, il n'y a pas forcément de partage, donc pour moi, en fait, il n'y a pas de relation. C'est D'accord, juste un message qui est transmis, c'est arrivé de point A à un point B et puis c'est fini. d'accord. Est-ce qu'on peut parler de bons communicants dans ce cas-là? C'est-à-dire, Ben, en fait, s'il y a un monologue, est-ce que c'est un choix, enfin, est-ce que c'est une configuration? Alors, on peut être dans une conférence, par exemple. oui. En général, c'est le conférencier qui parle, les gens écoutent. Par exemple, ou le professeur face à ses élèves, ou le parent face à ses enfants. Quoique, dans la parentalité, j'aime bien qu'il y ait l'interaction. Donc, est-ce qu'il y a un retour obligatoire pour se définir comme bon communicant? Ben, la réalité, c'est que tu as pris des exemples, par exemple, de professeurs à élèves ou de conférences, de conférenciers. Mais quand tu regardes bien, tu verras le professeur ou le conférencier toujours demander en fait le retour de ses récepteurs. Je mets un bémol, hein, parce que j'ai fait des conférences, on ne nous a rien demandé du tout. Non, C'est mais je comprends, je comprends. c'est vrai que la question est pertinente dans la mesure où il y a, Merci, euh, merci. avec plaisir, dans la mesure la communication a une dynamique. C'est quelque chose qui est très dynamique, donc il faut s'y adapter sans cesse, mais elle a une dynamique intrinsèque. Quand on prend deux communicants, on ne va pas aller à parler d'un groupe, juste deux personnes qui communiquent, l'une avec l'autre, eh bien, à un moment donné, on a déjà ce contexte, c'est-à-dire où on est, avec qui on est, quelles sont les interférences qui existent à ce moment-là, quelle Pourquoi? est Aussi. la Le réalité, pourquoi pourquoi aussi. on communique, quelle est la réalité psychologique des individus à ce moment-là, émotionnelle des individus à ce moment-là, physiologique des individus à ce moment-là. Et là, on va émettre une information. Donc, il y en a forcément un qui est émetteur d'information. L'autre reçoit cette information. Et là où ça devient intéressant, c'est quand justement il y a un retour d'information, il y a un feedback. Parce que bien dit ne veut pas forcément dire bien entendu. Hmm. Bien C'est-à-dire dit ne que veut pas. euh, forcément Peux-tu me dire répéter bien ça? La entendu. réceptivité, D'accord. Ok. Absolument. D'accord. C'est-à-dire que quand on regarde, on analyse un message qui est émis, il y a deux choses dans un message. Le contenu du message en lui-même et la manière d'entendre ce contenu. Par exemple, si j'ai un individu qui est en train de boire une tasse de café et qui se jette un petit peu de café dessus et que je lui dis, eh bien, te voilà propre. Mais ça veut précisément dire l'inverse. Mhm. Je Donc, comprends. le fait d'avoir le feedback, d'avoir le retour, ok, si j'ai bien compris, on est bien en train de parler de telle chose, ça permet justement d'aligner et de se mettre à parler en quelque sorte le bon langage et le même langage. Donc oui, on pourrait dire que non seulement la communication a un sens, mais en plus qu'il y a de bons communicants ou de moins bons communicants. Mais toujours se Donc le souvenir retour est que, déterminant. bien sûr, il est déterminant. La communication idéale, et la communication bienveillante d'ailleurs, sont un idéal à atteindre. C'est un idéal. À tout moment, nous commettons des petites erreurs de communication. Nous tombons dans des pièges de la perception sélective, de l'abstraction sélective aussi, des procès d'intention, de la généralisation. Tout ça, ça fait partie du jeu. Mais ça fait aussi partie de nous. Il faut accepter déjà d'être dans une relation peut-être plus saine avec nous-mêmes, parce qu'accepter que nous soyons ce que nous sommes fait qu'on peut plus facilement choisir le sens que nous donnons aux choses que nous faisons. Très intéressant. il y a quelque chose enfin pour moi, une précision qui est assez importante, c'est que quand on parle de communicants, préciser qu'il y a ceux qui émettent le message et ceux qui le reçoivent. Parce que automatiquement, quand on parle de communication, de communicant, on pense directement à celui qui émet le message. Et un bon communicant ou un moins bon communicant, comme tu l'as dit, effectivement, ça peut être aussi celui qui reçoit le message. Donc, soit on va dire la non-maîtrise vient des deux côtés, que ce soit de l'émission et de la réceptivité, ou soit ça peut être que de l'émission ou que de la réceptivité. Absolument. Absolument. Quelqu'un qui n'a pas envie de savoir une information, on a un problème de communication, mais du fait du récepteur.
mais de manière analogue, hein, ce n'est pas la peine d'aller chercher très loin. Une personne qui a un casque sur les oreilles avec la musique à fond, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez, elle ne vous entend pas parce qu'il y a une saturation de l'organe récepteur. Même le fait de mettre le casque envoie un message. Ça envoie Ne un me message. dérangez pas. Absolument. Exactement. Absolument, je suis dans, bulle. exactement, Voilà. je suis dans ma bulle, ce genre de choses. Et je crois que on l'a évoqué tout à l'heure là, cette notion de parents et d'enfants, de professeurs et d'élèves. Ça nous montre que dans la communication, il y a fondamentalement aussi une notion de rapport à l'autre. Sur quel rapport est-ce que je suis situé? Est-ce que je suis situé sur un rapport symétrique, c'est-à-dire d'égalité entre deux personnes, ou est-ce que je suis plutôt dans ce qu'on appelle une relation complémentaire, c'est-à-dire avec une position dite haute et l'autre basse, c'est-à-dire il y a une hiérarchisation qui est là. Le parent a besoin d'être, c'est une nécessité pour guider l'enfant, d'être dans cette relation complémentaire. Il a toujours besoin d'être un peu plus haut que l'enfant parce qu'il représente aussi l'autorité. Mettre dans une position haute, ce n'est pas dominer, ce n'est pas écraser, ce n'est pas empêcher l'autre de se développer. Il y a une très belle chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre à oser, qui a dit, mais une petite citation, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde grandir tranquillement. Eh bien, c'est ça, c'est que même dans cette position légèrement plus haute, ce n'est pas un rapport de domination, c'est simplement un rapport hiérarchique qui est nécessaire à ce qui se passe. Donc là, on rentre typiquement dans l'éducation. On rentre dans l'éducation. Et l'éducation, c'est de l'agriculture, si je comprends bien. Tout à fait. Vous voyez le décor, hein, tout est adapté. Hein, tout à fait. C'est de l'agriculture. Je vais prendre ton exemple de Oui. plantes. Effectivement, c'est vrai qu'on ne tire pas, on ne peut pas presser un fruit, un légume de pousser. C'est ça. On en prend soin, on Absolument. l'alimente, on le nourrit, On et respecte ensuite, son rythme. il nous envoie son feedback, son retour. Et, Exactement. finalement, c'est nous qui nourrissons. C'est un échange de nourriture, de bonne nourriture. Absolument. Le feedback, il nous vient d'ailleurs pas forcément à travers les dires de l'autre, hein, mais en regardant un enfant simplement se développer, Il on parlait a d'attitude, accès aux justement. choses. Voilà, on a accès à cette La information gestuelle, de savoir est-ce que le fonctionnement est harmonieux, est-ce qu'il est en train de révéler ses capacités, est-ce qu'il se découvre lui-même, est-ce qu'il se révèle à lui-même, ou au contraire, est-ce que je vois apparaître des troubles, des symptômes, des dysfonctionnements qui sont souvent signés par l'état émotionnel aussi de l'enfant, hein, la tristesse, la peur, la colère, tout ça, ça indique aussi des choses. Et puis l'échec. Un enfant qui est en échec scolaire, si vous êtes très dur avec lui et qu'il va en échec scolaire, peut-être qu'en lâchant du lest, il va devenir meilleur. Et si, quand vous lâchez du lest, vous voyez que waouh, les notes, elles se mettent à grimper, c'est peut-être la bonne manière de faire. Il s'agit simplement d'orienter tranquillement, en arrosant effectivement, et puis en mettant la lumière où je veux, quel processus je veux voir se manifester. Si c'est de la réussite, alors il faut que le soleil soit côté réussite. Mais c'est ce qui est assez complexe, c'est savoir lire, identifier en fait, le biais de communication de son enfant. Donc, il faut déjà bien se connaître, si je comprends bien, pour détecter Il faut déjà bien se connaître et être à l'écoute, être très attentif à son enfant. Est-ce que dans la société, être à l'écoute, c'est un réflexe chez nous, dans notre société martiniquaise? Est-ce que vous trouvez que être à l'écoute, c'est limite naturel? J'ai eu la chance de vivre un petit moment à l'étranger pour faire mes études, comme beaucoup de personnes. J'ai eu cette chance de rentrer chez moi. Bien sûr qu'il y a des critiques. On n'est pas parfait. Loin de là. Mais qu'est-ce qu'on est extraordinaire. On l'est beaucoup plus que ce qu'on croit. Je suis allé récemment voir quelqu'un pour des raisons, j'avais besoin d'un service. Et quand j'arrive, je vois un vieux monsieur, on discute un peu et tout. Je lui dis, les piments, c'est pour moi que vous les avez mis là et tout. C'est pas vrai, c'était une boutade. C'était pour rigoler. J'ai fait ce que j'avais à faire, on repartait. Il me dit, voilà, j'ai plein de piments, je vous en ai préparé. De l'énergie. On est à l'écoute. On est beaucoup plus à l'écoute que ce qu'on pense. On est beaucoup plus solidaire que ce qu'on pense. La vérité, c'est simplement que parfois, c'est arrivé qu'on oriente notre attention nous faisant croire que nous avons des défauts, voire même que nous avons beaucoup plus de défauts que les autres. Ça n'existe pas, un défaut. Mais justement, si on se critique, c'est qu'on s'écoute. Je pense. C'est déjà que l'on s'écoute. Parce que sinon, il n'y aurait pas de critique. Il n'y aurait pas de critique. Voilà. Justement, pourquoi je parle de ça, c'est que dans la thématique, il y a le mot bienveillance, communication bienveillante. Pourquoi, selon vous, on est obligé de rajouter ce mot derrière communication? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe mal dans nos foyers? Qu'est-ce qui se passe? La communication,
C'est quoi une mauvaise communication? Pour ma part, tu l'as déjà évoqué très précisément au début d'émission quand tu as dit, mais la communication, c'est une arme. On peut s'en servir pour élever l'autre. Ou pour abaisser? On peut s'en servir, même au-delà de rabaisser, on peut s'en servir pour détruire l'autre. La vérité, c'est, vous savez, moi, dans mon métier, on m'a toujours dit, mais pour faire ce métier-là, il faut aimer l'humain. Aimer l'humain? Mais d'où je dois aimer l'humain? Ou quand je suis né ici, dans mon contrat d'existence, c'est marqué que je me dois d'aimer l'humain. Je n'ai pas aimé l'humain. L'humain n'a qu'à s'aimer lui-même. L'humain vit dans un océan d'amour. Le ciel qui nous protège de la morsure fatale du soleil, c'est de l'amour. L'eau qui nous nourrit, c'est de l'amour. Partout, il y a de l'amour partout. L'amour est manifesté partout et c'est à moi d'aimer mon prochain, non. Ma mission de vie, c'est de ne pas nuire à la création. C'est d'être à ma place dans la création. Et pour être à ma place, je ne peux pas nuire à l'autre. Le bonheur, c'est être à la bonne heure, c'est-à-dire à sa place dans la création. Si je suis dans la disharmonie, si je suis dans la destruction de l'autre, je ne suis pas à ma place dans la création. Il y avait un vieil adage chinois qui disait « Le seul vouloir qui est légitime, c'est un vouloir vivre et être en harmonie avec le mouvement de la vie. » Bienveillance, pour répondre là-dessus, vient de benevolentia, le latin, qui veut dire vouloir le bien d'autrui. C'est le bel café, mais ça longtemps. C'est vrai? Ah oui, non. Non, on ragodit. Et c'est un certain François de Malherbe qui a dit bienveillance, pour mettre un petit peu en opposition, veiller au bien d'autrui ou vouloir le bien d'autrui. Je crois que pour être bienveillant, il faut les deux. Tout à la fois vouloir le bien d'autrui, mais aussi veiller à ce bien. Et ça, parfois, on ne prend pas garde à ça. J'ai un enfant qui a 5 ans, qui veut manger 3 bonbons avant d'aller au lit. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais lui dire oui, fais-le, parce que j'ai envie de lui faire plaisir? Certes. Mais si je veille à son bien-être, je vais lui dire non, pas avant d'aller te coucher sans te brosser les dents, parce que ça va te créer des problèmes. Donc il faut un petit peu les deux. Il y a une grosse complexité dans ta question parce qu'il y a aussi le fait qu'on peut mettre 2 catégories pour la communication. La communication consciente, qu'on va utiliser pour la bienveillance ou la malveillance, et il y a la communication inconsciente, c'est-à-dire la non-maîtrise de cette communication, que ça soit dans l'émission de la réceptivité. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une bonne intention de bienveillance et malgré tout, ça peut en fait envoyer un message assez, soit comme on dit, nocif, ou ça peut blesser la personne. C'est comme donner un ordre, par exemple. Des fois, on peut donner un ordre pour équilibrer quelque chose, mais le fait, le ton, la posture, la tonalité peut totalement dénaturer le vrai message. Voilà, c'est le manque de maîtrise. C'est-à-dire que tu as l'intention, tu veux du bien pour cette personne. Mais tu l'exprimes mal. Tu l'exprimes, je dirais pas mal, mais peut-être pas en fait adapté à la personne qui est en face. Adapté, parce que cette personne-là peut mal réagir à la façon dont tu l'as exprimé. Et une autre personne, en fait, peut l'accueillir. C'est très, très vrai. Différemment. Je me prends comme exemple. Je suis quelqu'un, il faut qu'on soit cru avec moi. Tu vas me faire des métaphores, de la poésie, etc. Ça ne va pas me toucher plus que ça. Par contre, tu vas utiliser des mots crus, je vais être en alerte beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la poésie, mais si on veut vraiment me toucher, il faut qu'on soit direct avec moi, il faut qu'on soit franc. Tout de suite, tu vois, donc je confirme. Et il y a d'autres personnes, peut-être ça va les choquer. Oui, il y a des gens qui ne vont pas apprécier ça, qui vont ressentir cette franchise comme de l'agression. Oui, ça dépend du niveau de sensibilité. On parlait de la réalité psychologique et physiologique intérieure, émotionnelle de l'individu. Et effectivement, c'est très important. Communiquer à l'autre, c'est suggérer quelque chose. On ne lui met pas le couteau sous la gorge. Et même le couteau sous la gorge, c'est une suggestion. Suggérer, on ne fait qu'émettre une information, balancer une idée, envoyer quelque chose, et l'autre fera ce qu'il veut en faire. Et dans la suggestion, il y a plusieurs manières de faire. Effectivement, on peut être très direct et très directif. Ferme la porte. Ça ressemble à un ordre. C'est direct, je demande clairement ce que je veux, mais c'est directif. Je donne une directive. Et je n'attends pas ton avis. Ah non, tu t'exécutes. Dans les relations complémentaires,
c'est ce qu'on disait, avec une notion de hiérarchisation, une position haute et basse, parfois c'est important. Pour pouvoir faire mieux passer la pilule, on va masquer un petit peu l'ordre. On peut masquer l'ordre de plusieurs manières. Euh, Probablement que toi aussi, tu sens qu'il fait un petit peu frais. Hein. Est-ce que tu peux bien fermer la porte, s'il te plaît? On a masqué. Le ferme la porte est toujours là. Mais on l'a enjolivé, Voilà. on lui a donné une certaine ambiance. C'est ça. On peut mettre de la négation, on peut enrouler les choses. Tout va mmh. dépendre de ce que l'on vise comme effet. Donc, quand on parle du poids des mots, c'est réel. Absolument. Ouais. Absolument. Je te prends un exemple. Tu imagines, toi, une famille, on va dire, il y a les deux parents avec 3 ou 4 enfants. Mais chaque enfant a sa personnalité. Même le parent qui Même est les avec parents, toi a une voilà. personnalité. Et en fait, tu dois adapter ta manière de communiquer À chaque individu. pour chaque individu en fonction de sa personnalité. Non, c'est vrai. Et bien Absolument. plus que de l'autre sens, vu que de l'autre sens, en fait, il Oui. n'y a qu'une seule personne. Donc, l'enfant peut comprendre un peu comment il faut communiquer. L'autre parent sait un peu aussi comment communiquer. Je mets les guillemets assez, hein, parce que ce n'est pas tout le temps vrai. Il suffit qu'on regarde des couples, par exemple. Il y a beaucoup de ruptures. Au final, quand c'est la guerre, pourquoi il y a la guerre? Si on savait communiquer, est-ce qu'on est tout le temps forcé de se terminer en mode guerre, quoi? Ouais. C'est peut-être un problème de communication. Mais fondamentalement, parfois même dans les couples, il y a une notion de ponctuation de la communication. Pour expliquer très simplement ce que c'est, vous avez un mari et sa femme qui sont en train de se disputer. La femme lui dit « Ah, mais toi, tu ne dis jamais rien !» Et lui, il lui répond « Mais je ne dis jamais, tu es tout le temps en train de crier. » Il ne ponctue pas la communication de la même manière, donc lui ne voit que l'agressivité de sa compagne lorsqu'elle, elle ne voit que ses silences. Si on apprenait juste à comprendre les émotions, toutes ces choses-là, toute cette réalité interne, souvent inconsciente, et tu l'as évoqué à juste titre, ça vient polluer la communication. C'est-à-dire, ça vient parfois mettre des paramètres qui vont polluer le message que je veux faire passer. Et on peut commencer effectivement à rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Mais justement, sur les réseaux, par exemple, j'entends beaucoup de personnes qui ont suivi des formations de coach en développement personnel et qui aiment dire il faut déposer les émotions. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de déposer les émotions? Ça dépend de ce qu'ils veulent dire. Parce que moi, déposer les émotions, je ne comprends pas ça. C'est comment tu le Mais en fait, tu le déposer comprends? l'émotion, c'est comme si je me vide de mon essence, je la mets à côté pour mieux comprendre quelque chose. Moi, j'estime que ok. mes émotions sont mon essence. Ça veut dire que c'est elles qui me permettent justement d'agir, réfléchir, analyser. C'est parce que ce que je ressens véhicule quelque chose en moi qui me pousse à chercher le pourquoi du comment. Tu vois? Mais quand on me dit déposer les émotions, je me dis, c'est un peu bizarre comme notion. Mais tu vois, Je préfère dire maîtriser, par exemple. Maîtriser. Maîtrisons, apprenons à Voilà, maîtriser les émotions. c'est ça. Mais déposer, je trouve que c'est radical et je ne vois pas où ça amène concrètement. Je te prends un exemple personnel. Par exemple, ça peut arriver que quelque chose me frustre ou m'agace et j'ai besoin de temps, de recul pour pouvoir non seulement identifier mes émotions, pour pouvoir réfléchir là-dessus et mieux aborder la communication avec la personne qui est en face de moi. Et à ce moment-là, effectivement, là, je vais pouvoir mieux exprimer ce que je souhaite exprimer, trouver les mots adéquats aussi à la personne qui est en face de moi. Et peut-être que justement, déposer les émotions, bon, c'est peut-être mal choisi le terme, mais que, enfin, moi, quand tu l'as présenté, j'ai entrevu en fait l'idée qu'il voulait partager, quoi. Ok, Alors, d'accord. Au lieu de les faire exploser ou de les balancer justement à la C'est vrai que je figure de parle de l'autre. maîtrise, tu vois. Voilà, Apprendre à c'est ça. les identifier, les détecter et ensuite prendre du recul sur elles pour justement ensuite communiquer de manière plus saine ou peut-être plus calme. Mais de là, me dire déposer, moi j'entends déposer comme débarrasse-toi de. Et juste pour ajouter, des fois, en fait, les émotions sont tout aussi importantes. Pour moi, elles le sont totalement en fait. Pourquoi? Parce que, effectivement, là, je te rejoins sur le fait de déposer. Parfois, on a besoin d'émotions pour exprimer ce qu'on veut dire. La personne qui est plus sensible justement aux émotions, peut-être à ce que tu veux exprimer. Par exemple, je ne sais pas moi, tu vas lui dire que tu es triste
mais tu le dis de manière, on va dire, calme, stoïque, ça va peut-être pas toucher la personne que si tu montres ta tristesse. Mhm. Tu vois, que Oui, si oui. tu exprimes un certain degré, en fait, tes émotions. Mhm. Il y a une notion déjà, le il faut. Il faut signer l'obligation. Ça fonctionne très rarement comme ça. L'obligation, nul n'aime les obligations, nul n'aime les contraintes. Et, et souvent, hélas, la plupart des gens qui disent constamment il faut ou bien tu dois sont ceux qui en font le moins en réalité. Mais ils sont toujours à donner des ordres aux autres. La seconde chose, c'est que demander de déposer les émotions, c'est bien beau en théorie, mais en théorie, tout se passe toujours bien. Une émotion n'apparaît pas pour rien. Dans la nature, ça fait des millions d'années. Pour pouvoir faire face à un danger, on adopte 3 comportements. La fuite, la lutte ou bien l'inhibition, c'est-à-dire qu'on inhibe l'action, on fait en quelque sorte semblant d'être mort. Chacune de ces réactions, qui sont des réactions instinctives de survie, sont en relation avec des processus mentaux, mais aussi avec des émotions. La fuite est en lien avec la peur. La lutte est en lien avec la colère. Et l'inhibition est en lien avec la tristesse. Demander à quelqu'un de déposer ses émotions, c'est lui dire, va consciemment à l'encontre d'un fonctionnement naturel et instinctif qui remonte à des millions d'années. Vous allez droit dans le mur. Ah, c'est clair. Soit vous apprenez à switcher, c'est-à-dire quand l'émotion est là, comment je peux switcher dans un mode mental adaptatif qui me permet de retrouver de la sérénité, ou soit effectivement l'émotion est là, je vais apprendre à travailler avec elle, à agir avec elle. Et c'est pour ça que cette notion de maîtrise de l'émotion que vous avez évoquée est peut-être plus intéressante. Pas la maîtriser dans le sens de l'empêcher, c'est la rendre plus harmonieuse. Si une personne a très peur des chiens et vous la mettez face à un chien, la peur sera là. Maintenant, en apprenant à agir sur la perception, l'interprétation qu'elle a du chien, on pourra réussir effectivement à amoindrir la peur. On ne veut pas travailler sur la peur, on veut travailler sur ce qui la génère, c'est-à-dire l'interprétation mentale. Donc, on lui lance un chien dessus, quoi. Non, Non, je plaisante, je plaisante. surtout pas. Non, on pourrait. Mais c'est surtout de comprendre que la pensée, elle induit. C'est la pensée, tout naît d'une pensée. La pensée induit tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons et tout ce que nous récoltons. Ok. C'est dans le processus de pensée qu'il faut aller travailler et non pas simplement rester bêtement à dire des gens il faut faire ceci, il faut faire cela. D'accord. Mais leur montrer plutôt la voie pour qu'ils puissent manifester ces En choses-là. gros, c'est en quelque sorte un accompagnement. Absolument. Parce que c'est comme un enfant qui a peur de chien. Comme tu dis, tu lances le chien sous l'enfant ou tu lances l'enfant sous le chien, ça n'aura pas de Ça résultat. va envenimer les choses. Voilà, je pense. alors que si tu prends le chien, tu caresses le chien, tu dis oh, regarde, t'as vu, il me mord pas, il est tout Voilà. gentil. Si Viens, chien je va en reste couple là d'un- avec toi, j'ai ma main là, mets ta main sous ma main, tout doucement, tu vas sous le chien. Absolument. On Ce parle sont des principes de d'accompagnement. déconditionnement, effectivement. La personne est conditionnée d'une manière. On peut la mettre au contact de ce qui lui fait peur. Vous avez une personne qui rougit. Bon, nous, on n'a pas trop ce problème-là, mais il y a des gens qui ont ce problème. La personne rougit, notamment quand elle est claire de teint. Dites-lui, force-toi à rougir tous les jours. Ça va faire le contraire. Eh bien, à force de se forcer à rougir, soit son esprit arrêtera parce que ça sera trop contraignant, soit elle va réussir effectivement à rougir quand elle veut, ce qui veut dire qu'elle sait aussi dérougir quand D'accord, elle veut. d'accord, je comprends. Ça va s'adapter en fait à C'est ça. l'information. Soit je me coupe de la tristesse ou de l'émotion, soit je vais faire du théâtre pour apprendre à rentrer dans l'émotion, à incarner l'émotion. Et à un moment donné, je suis tellement à l'aise avec elle, avec ce qu'elle me donne, avec ce qu'elle représente, avec la manière dont elle me parle. Une émotion, c'est un courtier, c'est un facteur. L'émotion nous apporte un colis. Si à chaque fois que le colis arrive, on lui ferme la porte au nez, les colis s'accumulent. Mais si c'est les impôts qui nous envoient pour nous dire hey, mec, ton comportement-là, il n'est pas bon, et qu'on claque constamment la porte au nez, le jour où les huissiers arrivent, il ne faut pas trouver la vie drôle. Eh bien, c'est pareil, l'émotion nous amène quelque chose. L'écouter, comprendre ce qu'elle vient nous dire, comprendre à réajuster nos curseurs internes, eh bien, c'est une opportunité pour nous d'être plus en harmonie avec la vie et puis de vivre ce bien-être auquel on aspire tous. D'ailleurs, les grands acteurs l'ont compris, hein, ce que tu viens de dire là. Pour jouer un rôle dans un film,
ils savent maîtriser leurs émotions, les déclencher quand ils le veulent. Absolument. C'est quand même extraordinaire. Absolument. Alors, vous savez, dans le salon de la Coupe Papa, il y a une question tabou. Donc, je vous la propose. Enfin, je la propose à tous nos citatins, en réalité. La question tabou, c'est il y a un petit micro-trottoir qui fait partie de cette question. C'est parti. Bonjour, selon vous, est-ce que parler créole aux enfants vous pose problème? Bonjour, non, selon moi, c'est une bonne chose, puisque ça fait partie de notre culture. Donc, ce serait bien de pouvoir inculquer cette culture-là à nos enfants et puis que ça puisse prospérer sur notre île. Alors, bonjour monsieur. Selon vous, parler créole aux enfants, est-ce que ça vous pose problème? Non, pas du tout. C'est la langue du pays. Voilà. Il faut toujours apprendre sa langue maternelle à ses enfants. C'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai envie de la changer, mais j'attends d'abord votre avis, mais je vais la modifier un peu, la question. Parler créole aux enfants, est-ce que vous pensez que ça pose problème? Est-ce que ça vous pose problème dans un premier temps? Et est-ce que vous pensez que dans cette société, ça pose problème? Non, du tout. Du tout. Perso, moi, je parle créole à mes enfants. Je ne pas ouais, souci de la freine. Je ne suis pas content. Hein? Normalement, la question tabou est censée... Bon, je t'écoute, pardon. Je parle créole à mes enfants, hein, que ça soit effectivement pour les réprimander ou que ça soit en fait pour rigoler, tout simplement, pour partager des moments de joie également. Donc, parce qu'on a aussi l'idée erronée que bon, ça peut être automatique pour certaines personnes que le créole en fait revient à partir du moment où ils ont une émotion négative. Alors que non, ça peut s'exprimer à travers l'amour, à travers la joie, à travers des choses drôles. Voilà, le créole on peut l'utiliser en fait pour tout. Mais Philippe, je viens à toi tout de suite. Si je te dis un enfant qui parle martiniquais, est-ce que ça pose problème? Un enfant qui parle martiniquais à ses parents, est-ce que ça pose problème? C'est toujours pareil, c'est cette notion d'outil. Vous savez, c'est toujours mieux qu'on dit les choses positivement, c'est-à-dire dans une formulation positive. Donc, est-ce que parler martiniquais, c'est un enfant qui parle martiniquais, fait du bien à ses parents? Et tu vas comprendre à quel point c'est important, parce c'est que notre dynamique, effectivement. la vérité, c'est quoi? C'est que il y a cette notion de dire les choses de manière positive. Et le cerveau de l'individu à qui on s'adresse, c'est comme un serveur. Quand vous allez au restaurant, vous ne demandez pas au serveur ce que vous ne voulez pas, vous lui dites ce que vous voulez. En français, parfois, quand on veut que quelqu'un éteigne le feu sous une marmite, plutôt que de lui dire « pense à éteindre le feu », ce qui est la bonne formulation, on va lui dire « n'oublie pas d'éteindre le feu ». Sauf que en créole, en vrai créole, en vrai martiniquais, puisque le créole, ça c'est encore une autre histoire sur le nom, ce mot créole, qui désigne des choses qui n'ont pas l'ascendance, donc mieux vaut dire effectivement parler martiniquais, eh bien, on ne va pas dire pas oublier, parce qu'en réalité, ça ne fait pas vraiment partie de la langue. On va dire songer etendifea. C'est vrai, c'est vrai. Songer, rappelle-toi de. Oui, c'est Donc, vrai. parler créole, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une richesse extraordinaire. Et on devrait effectivement se dire, mais j'ai envie de devenir un neurochirurgien de la parole martiniquaise. Pouvoir éveiller des émotions, orienter l'esprit, faire ci, faire ça, comme le faisaient les conteurs d'avant, en utilisant ce langage proprement martiniquais. Ce qui fait que parfois les enfants sont dérangés, ou les parents sont dérangés quand les enfants leur parlent créole, c'est encore une fois, on y revient, l'interprétation de ce que ça représente, qui est en relation avec leur éducation. Exactement, l'éducation. L'enfant intérieur. Voilà, les croyances qu'on a, qui sont souvent de mauvaises croyances. On croit que... Ou des traumas. Effectivement, on a été élevé dans une famille où c'est très très dur à chaque fois qu'on parle. Etc. Ça complique les choses. On n'a pas parler créole, mais gardez-le en créole. Voilà. Voilà. On use du créole uniquement pour pouvoir insulter. On va dire à quelqu'un je t'aime, mais on va le sentir un peu plus délicatement de lui dire moi aimé. C'est vrai. Parce qu'on a cette illusion que c'est moins poétique, que c'est moins strass et paillettes. Non, c'est là, c'est une richesse. Le créole est une langue vivante. Nous sommes un peuple vivant. Nous sommes un peuple vibrant. Notre langage est vibrant. Nos danses sont vibrantes. Nos arts sont vibrants. On veut nous faire croire que ce n'est pas bon pour nous mettre dans le politiquement correct, mais le politiquement correct, souvent, ça revient à être fade.
Restez connectés justement à cette langue martiniquaise. Chérissez-la. Et Parlons voyez le tout ce qu'elle peut vous martiniquais. donner de plus beau. Avec le Parlons sourire qui va martiniquais avec. avec le sourire qui va J'ai avec. envie de rajouter quelque chose. Je dirais même qu'on peut très bien rester diplomate et classe tout en parlant martiniquais. Exactement. Exact, Ce n'est exact. pas que dans la vulgarité, c'est, comme tu l'as dit, c'est un outil et c'est l'utilisation qui fait la différence. Ça me rappelle un slammer, je crois que c'est Lee, qui qui challengeait un peu le public en disant on nous parlait l'amour entre nous-mêmes, mais dans langue nous. Et tout le monde se grattait la tête tellement on n'avait pas l'habitude de prendre soin de nous avec la langue. Et c'est vrai que ça change la dynamique, comme tu dis. Oui, communication bienveillante, c'est peut-être ça aussi l'objectif au sein de la famille. Pourquoi on le rajoute, c'est une sorte de rappel à la concentration. On est au sein d'un foyer, on est entre nous. Choisissons les meilleurs outils pour qu'on puisse se comprendre et se fortifier ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Oui. Moi, je suis d'accord avec ce que je dis. Hein. Fondamentalement, je crois qu'il faut qu'on retienne une chose. Je l'évoquais tout à l'heure là, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de défaut, ça n'existe pas. Il n'existe que des manières de faire. Tout dépend du contexte et de là où on veut arriver. Dans un contexte donné, une qualité peut être un défaut extraordinaire. Vous changez le contexte, c'est extraordinaire. Un mythomane, c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui a la capacité à raconter des histoires. Mais quand je fais mon métier, que je viens raconter à une personne le lièvre et la tortue ou une lionne qui parle, est-ce qu'on croit que c'est vrai? Absolument pas. Je suis en train de lui raconter des histoires. Mais pour l'aider. Parce que Dans la ces histoires, pédagogie, en fait, c'est ça, vont venir stimuler, mettre en mouvement des ressources à l'intérieur d'elle qui vont l'amener au changement. En revanche, si je m'amuse à effectivement créer des histoires au détriment des autres ou bien pour les prendre pour des imbéciles, c'est moins bon. Il n'existe que des manières de faire. Vous avez un enfant qui est trop sensible, très bien. Qu'est-ce qu'il va en faire? Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où effectivement, mon père, de par ses orientations professionnelles, était dans la rigueur. Mais vraiment la rigueur. Il n'y a pas trop de place pour l'émotion. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Peut-être que lui ne va pas forcément comprendre cette sensibilité. Pourquoi est-ce que le cosmos me l'a donné? Mais dans mon métier C'est d'aujourd'hui... peut-être pour lui faire comprendre, à travers toi. Peut-être. Peut-être. Ça lui appartient, ça sera son chemin. Mais moi, en tout cas, ce que je sais de moi, c'est que dans ma vie aujourd'hui, pour faire mon métier, j'ai besoin de cette sensibilité parce qu'elle me permet de comprendre aussi, de pouvoir entendre, recevoir et comprendre ce que l'autre vit et comprendre en quoi ces situations peuvent être inconfortables pour lui. C'est ça la richesse de tout ce qu'il y a. C'est toujours chercher quelle est la plus-value de ce qu'est l'autre et lui montrer cette plus-value à travers notre communication. Et là, on devient réellement bienveillant et bienveillant. J'aimerais rebondir. Justement, j'allais venir sur toi, le papa tout terrain. Mais vas-y, exprime-toi. Non, ça fait le concept de la coupe à pas, justement, c'est en ce sens. Pouvoir permettre, en fait, à des pères de se retrouver dans leur environnement pour pouvoir, en fait, s'exprimer. Pour pouvoir aussi Exact. traiter de certaines choses qui sont liées avec leur parentalité, Leur soit fort leur intérieur. relation avec leur conjointe ou en tant qu'homme. Et on en revient à ça, hein, le fait que les hommes, les pères ne s'expriment pas forcément et que de l'autre côté, ils ne sont pas forcément, en fait, leurs messages qu'ils veulent faire passer ne sont pas forcément reçus. Donc on en revient à l'émission, à la réceptivité qui est important justement dans le cheminement de parents, plus précisément de papa et de mère. Dans notre société martiniquaise, on dit souvent que, enfin, j'entends dire souvent que les hommes ne parlent pas. Est-ce que c'est vrai selon vous? Je pense que ce n'est pas un propre de la société martiniquaise. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, c'est que dans le modèle civilisationnel patriarcal qu'on a embrassé, on a tout fait de couper l'homme de ses émotions, le garçon. Un garçon, ça pleure pas. Ben si, je pleure, mais il faut que je m'en coupe. Ah, un garçon, c'est pas triste, sinon c'est pas un vrai. Ah, un garçon, ça n'a pas peur, sinon c'est pas un vrai. Donc on a droit à la joie, et puis à la colère. Ah, je suis mécontent. Et encore, il faut qu'elle soit maîtrisée, parce que ça nous coûte cher en société si on est trop en colère. La fille, elle a plus le droit à ses émotions. Elle a plus le droit, en tout cas, à la peur et à la tristesse, mais pas trop à la colère. Il faut que ce soit modéré. Qu'est-ce qui se passe quand un homme arrive adulte?
Et il ne peut pas incarner ça. Parce qu'on lui a dit depuis qu'il est petit qu'il n'y a pas droit. Et que les rares fois où effectivement il va aller en parler autour de lui, dire je ressens telle chose, je pense telle chose, on le rabaisse. En estimant, ouais, mais c'est pas un vrai parce que tu dois être un bonhomme. Mais oui, il va arrêter de parler. Et il va garder, peut-être pour lui, secret ces choses-là. D'où cette notion de bienveillance. Pouvoir accueillir l'entièreté de l'être qui est là. Il n'a pas choisi ce qu'il est. Il est incarné par ça. Ça me rappelle un peu mon fils qui tombe, qui pleure. J'ai des parents autour de moi et moi, je ne panique pas. Je dis, mais il va pleurer, je lui donne le temps de réaliser ce qu'il a vécu, même si c'est même peut-être le brut. Je dis, essuie tes mains, etc. Et puis après, explique-moi, s'il te plaît. Et ce explique-moi, je l'ai compris à travers nos travaux, Papa par Génité, etc., où le explique-moi est hyper important. Donc on en revient à la bienveillance. Le explique-moi veut dire aide-moi à te comprendre. Aide-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas parce que je suis plus grand, etc. Aide-moi. J'ai besoin d'entendre ce que tu ressens, ce que tu veux me dire, pour que je puisse t'expliquer ce qui se passe. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de communication, enfin, il n'est pas censé y avoir de communication sans compréhension. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point? Parce qu'il y a la communication, comme on disait tout à l'heure, monologue, moi, je, mais au final, tu es toujours t'es dans ta petite bulle tout seul et finalement, tu t'en sors pas parce que tu commences à remarquer que des gens ne t'écoutent plus. Exactement. Et tu vois, je fais le point à ce que tu viens de dire et par rapport à la question. Je pense qu'il y a les deux. Il y a le fait que des pères, des hommes se tairent dans un silence. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas s'exprimer. Et je pense aussi qu'il y a des hommes qui s'expriment et qui ne sont pas écoutés. Parce que même cette notion de je pleure, tu peux pleurer, l'homme a le droit de pleurer, vas-y, pleure. Si on dit juste ça, dans la société dans laquelle nous vivons, ça peut braquer des hommes. Hein? On leur dit oui, tu peux pleurer. Oui, l'homme pleure. Mais sans explication, parce que il y a des codes à l'extérieur. Ça ne suffit pas. Est-ce que la parole suffit? C'est ça que je veux. C'est là où je veux en venir. Je pense qu'il faut qu'ils aient, comme tout le monde hein, d'ailleurs, avoir en fait une certaine sécurité. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de proposer le concept La Kupapa. Je m'explique. En fait, je l'ai vécu personnellement. À partir du moment où j'ai trouvé des personnes qui pouvaient en fait m'écouter, qui pouvaient essayer de comprendre ce que j'essaie d'exprimer, à ce moment-là, effectivement, j'arrivais mieux à maîtriser mes émotions et à mieux formuler mon message. Donc, je pense qu'en fait, il y a un travail à faire de toutes parts. Pour ceux qui veulent s'exprimer, ils doivent effectivement acquérir la maîtrise du langage, la maîtrise de leurs émotions. Même de la posture. De la posture également. Je ne suis pas là pour te donner un ordre, tu vois. Je suis là pour... Voilà. Justement, je suis à la même échelle. Je suis là pour te respecter. C'est ça. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'ils puissent, on va dire, apprendre à écouter et apprendre à recevoir. Parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est important. On peut très bien écouter et ne pas recevoir le message. Je crois il faut qu'on soit attentif à une chose. L'être humain a dû apprendre à survivre. Et pour apprendre à survivre, on ne peut pas laisser transparaître pour l'environnement les points de faille. On peut dire les faiblesses, si on veut, mais les portes d'entrée. Lorsque nous avons accès à l'émotion de quelqu'un, si nous savons communiquer, si nous connaissons des lois de la communication, nous pouvons avoir accès à ce qui génère l'émotion. Et quand on a accès à ce qui génère l'émotion, on a accès à une force motrice en l'individu. Moi, je ne suis pas pour cette idée que les hommes aillent afficher publiquement leurs émotions. Non, c'est de la pudeur. Mais votre survie en dépend. Parce que si moi, je vois que quand j'appuie sur ce bouton de respect, vous dégoupillez, le jour où je veux vous faire perdre votre emploi, j'appuie sur le bouton respect. Je vous fais dégoupiller. Dans l'entreprise, vous êtes viré. Si je vois que le bouton sécurité vous met dans la peur, je peux aussi aller appuyer sur l'insécurité pour avoir une réaction. Non, on est pudique.
On n'est pas là pour être dans des explosions de choses ou donner aux gens les cartes de lecture de nous-mêmes. Non, 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 on a besoin de garder ça secret. On va se protéger. Voilà. Par contre, c'est à nous d'apprendre à le gérer. Comment est-ce Mm. que je peux m'installer un petit moment et aller contacter la tristesse en moi, aller contacter la colère en moi, la peur en moi. Qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Qu'est-ce qu'elles cachent? Qu'est-ce qu'elles ont à m'apprendre? Et puis, au fur et à mesure que je fais cette espèce de mouvement interne, d'alchimie interne, je constate que je suis en joie et je suis heureux. Et je suis de plus en plus heureux puisque je prends de plus en plus de temps à aller me visiter moi-même. Il faut que les gens gardent pour eux ce qui est de l'ordre de l'intimité. Communiquer, ce n'est pas donner à l'autre des outils pour se nous battre. C'est faire passer un message important. Si je suis attristé par une chose, je ne suis pas obligé d'aller dire oui, mais je me suis senti triste parce que... Non, non. Ça m'a simplement déplu quand telle chose s'est produite. L'autre n'a pas besoin de savoir ce qui se passe là. Parce que nous formons aussi des enfants et ces enfants vont quitter le nid. Et quand ils vont quitter le nid, il faudra qu'ils soient prêts. Il y a quelque chose qu'on peut rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que ça permet aussi de nous rendre de plus en plus responsables. Parce que ça veut dire qu'on est responsable de nos émotions, on est responsable de notre langage, de notre communication, on est responsable de nous-mêmes et par extension de notre foyer, de notre relation avec sa conjointe, par exemple, ou même la relation avec sa famille, ses enfants, toute personne. Nous, on est responsable. Absolument. Messieurs, gratitude. Gratitude, hein, mon salon commence à prendre de l'effet. Ouais, non, merci pour vos bonnes C'est un énergies. plaisir. Merci pour votre science. Merci pour votre écoute aussi. Merci de nous avoir accordé toute votre attention. Merci à nos invités. N'oubliez pas que Zitata, c'est sur tous les réseaux. On est partout, on est partout. Et n'oubliez surtout pas les replays sur YouTube. Mais il faut prendre le temps de réécouter pour bien comprendre. À la semaine prochaine.